D'abord, d'un certain point de vue, le conflit généralisé à la région, il existe depuis bien longtemps. Un conflit n'est pas forcément une succession de batailles rangées, c'est une situation de mésentente et de négation de l'idée même de coexistence qui, en fait, s'est installée au fil des années et peut-être, je dirais paradoxalement, depuis la fin des guerres israélo-arabes, c'est-à-dire depuis 1973. Par ailleurs, il faut être très prudent. Où en sommes-nous? Est-ce que c'est une séquence? Est-ce que c'est simplement quelques suspensions? Est-ce que c'est une rupture, un tournant? On a beaucoup employé ce terme en ce moment. On ne sait pas trop. Mais le vrai problème, et on est loin encore de l'avoir résolu, c'est quels étaient les objectifs des acteurs, des opérateurs et de celui qui a déclenché, c'est-à-dire Israël et le gouvernement Netanyahou. Tout a été très vite défini en fonction du démantèlement du programme nucléaire iranien. Mais on voit bien que la chose est beaucoup plus complexe. Il suffit de faire la carte des sites pour comprendre l'extraordinaire variété des objectifs. Objectifs nucléaires, objectifs militaires classiques, objectifs balistiques, bien sûr, mais aussi objectifs politique, institutionnelle. Le Parlement, par exemple, a été bombardé, beaucoup de résidences de hauts dignitaires également, mais au-delà de cela, ce sont les infrastructures qui ont été touchées, les dépôts de carburant, tout ce qui organise la vie économique. Et donc l'hypothèse que je formulerai en tous les cas pour le moment, avant que l'avenir ne nous éclaire, c'est une stratégie du chaos. La stratégie du chaos est quelque chose qui se banalise dans le monde, hein, qui n'est pas propre à cette région. On la voit d'une autre façon en Afrique, on la voit également dans certaines zones de l'Asie du Sud. Ça consiste en quoi? À créer un différentiel de puissance, c'est-à-dire affirmer sa propre puissance et d'autre part faire en sorte que celle-ci sera d'autant plus efficace qu'en face il n'y aura plus rien ou en tous les cas une désorganisation systémique. Alors pardon pour cet adjectif, mais il veut dire quelque chose de précis, c'est-à-dire désorganiser la vie militaire, bien sûr, mais également institutionnelle, politique, pour créer des États effondrés. Nous sommes en train d'entrer dans un monde où l'État effondré a au moins autant de fonctions que l'État institutionnalisé, et que c'est finalement le face-à-face des deux qui fait l'actualité des conflits. Changeons de continent. Que fait Poutine en Ukraine? Il essaye de créer le chaos, s'attaquant aux infrastructures, créant la peur dans la société civile, démantelant les institutions. Bref, l'État effondré devient la convoitise du dominant ou de l'hégémone régional ou mondial, faute de pouvoir créer un ordre à son image. Alors, c'est effectivement un paramètre très important de l'actuelle crise. Le problème, c'est que la vérité n'est pas dans un camp, n'est pas d'un côté. Vous savez, nous sommes dans un monde où l'interactif compte plus que la souveraineté. Et là, ça a pleinement joué. C'est-à-dire que lorsque le président des États-Unis dit « Make America Great Again », il y a derrière cette phrase l'affirmation d'une nostalgie face à un passé qui était celui d'une hégémonie affirmée et acceptée, d'ailleurs c'est le propre d'une hégémonie, par les acteurs. Si on prend l'époque de la bipolarité, le Moyen-Orient était co-géré par l'URSS et les États-Unis, de manière très claire, qui décidait de la paix et de la guerre, hein, et qui décidait de l'état d'exception, pour reprendre une formule célèbre. Depuis la fin de cette bipolarité, les acteurs locaux ont cherché clairement à s'émanciper. Et c'est vrai tant du côté du monde arabe que du côté d'Israël. Et Israël, notamment, mais pas seulement, avec le gouvernement Netanyahou, a considéré qu'il ne s'agissait plus d'obéir au doigt et à l'œil au grand frère. Et il s'agissait aussi de le démontrer et de le proclamer. C'est-à-dire, c'est nous
Israéliens mettre des horloges, d'autant plus facilement que la puissance militaire israélienne était hégémonique et que la détention de l'arme nucléaire était monopolistique. Ça, c'est des choses qui ont humilié Biden. Rappelez-vous Anthony Blinken, son secrétaire d'État, qui a fait 12 missions depuis le 7 octobre 2023 au Proche-Orient sans jamais rien rapporter, sans être écouté. Il va, je pense, presque de soi que l'initiative du 13 juin est une initiative israélienne. Que Israël en ait informé les États-Unis, c'est évident. D'ailleurs, l'interpénétration entre l'armée américaine et l'armée israélienne est telle que les États-Unis ne pouvaient pas ne pas être au courant. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y avait un aval, et surtout un aval actif, c'est-à-dire une codécision prise. D'un certain point de vue, la réaction quelques jours plus tard de Trump consistait aussi, pas seulement, à dire « Attention, c'est moi qui ai la main. America, great again. Nous revenons, he's back. » Et ceci est vrai tant dans la forme, c'est-à-dire cette valse hésitation, peut-être que j'interviendrai, peut-être que j'interviendrai pas, je me donne 2 semaines, puis peut-être moins, et puis peut-être même plus, etc. C'était une façon de dire, voilà, les commandes sont revenues à Washington. Et c'était une façon aussi de dire, quel que soit le scénario, c'est moi qui finalement ai la puissance ultime, pour reprendre aussi une formule consacrée, parce que si c'est la paix, il n'y a que moi qui peut par la négociation la mener. Si c'est la guerre, il n'y a que mes bombes pénétrantes et mes fameux bombardiers B-2 qui peuvent véritablement arriver au bout. Donc, cher monsieur Netanyahou, vous ne pouvez rien faire tout seul. C'était le sens du message. La petite tension qu'il y a eu le jour où le cessez-le-feu aurait été décidé entre notamment les États-Unis et Israël est là pour montrer la sensibilité de la chose, mais c'est aussi une façon de deviner, entre guillemets, de quoi demain sera fait, parce qu'il y a fort à penser que cette dialectique, je dirais, de la main suprême, elle n'est pas close. Alors, là aussi, c'est très complexe, parce que nous avons affaire à une sorte de triangulation. Cette triangulation, ce sont 3 tensions fortes qui caractérisent le système international mondialisé et post-bipolaire. Il y a d'abord la tension souveraineté-interdépendance, qui est extrêmement importante, c'est-à-dire la volonté post-bipolaire de s'affranchir de la tutelle verticale de ceux qui étaient les maîtres du monde, et là, en l'espèce, il s'agit des États-Unis, et cette interdépendance généralisée qui fait, par exemple, que nul ne pouvait gommer la Chine des événements qui faisaient souche au Moyen-Orient depuis le 13 juin, tant ses intérêts économiques étaient imbriqués. Il y a un deuxième élément de cette triangulation qui est l'articulation entre l'interne et l'externe, qui est avivée par cette question. Pourquoi? Parce que la technologie moderne, mais pas seulement elle, également la dépolarisation, a libéré les énergies sociales et a fait entrer massivement l'opinion publique, les acteurs sociaux, les groupes sociaux, les individus que nous sommes dans la délibération. Et donc, chaque chef d'État ou de gouvernement doit négocier à 2 niveaux, c'est-à-dire dans le jeu international, mais autrefois c'était simple, si je puis dire, parce qu'il était seul, mais aussi avec son opinion publique. Et ça, on l'a vu dans la décision trumpienne, mais on le voit dans celle de Netanyahou, et on le voit de plus en plus dans les prises de position mitigées des dirigeants européens. Et puis, je dirais, il y a un 3e élément de cette triangulation qui est le statut incertain de la force, où on a affaire à une puissance qui est de plus en plus destructrice, et
les Gazaouis en particulier en savent quelque chose, qui est de plus en plus banalisé. Hein, vous savez, depuis 1945, il y a quand même 500 guerres depuis 1945, qui est de plus en plus coûteuse, ça coûte extrêmement cher, on oublie l'économie de la guerre qu'il y a derrière tout cela, mais qui est de plus en plus inefficace, c'est-à-dire incapable de produire un ordre nouveau. Clausewitz nous disait, la guerre, elle est là pour atteindre un objectif politique, c'est-à-dire créer un ordre politique nouveau. Aujourd'hui, on peut détruire un ordre politique, on ne peut pas le construire. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de stratégie du chaos, parce que la puissance ne peut faire que ça. Alors, si vous articulez ces trois éléments, c'est-à-dire une puissance dont vous ne maîtrisez plus la dynamique, une souveraineté dont nul n'est plus le propriétaire exclusif, et un jeu social qui vient perturber de plus en plus la froide rationalité de la décision politique, vous comprenez cette diplomatie du zigzag que nous connaissons actuellement. Alors, je dirais d'abord que le plus mal en point de ces transformations du système international, c'est le bilatéral. C'est-à-dire qu'on voit que les accords bilatéraux sont de plus en plus difficiles à se stabiliser. On voit que la diplomatie de transaction ne fonctionne plus. Et pourquoi elle ne fonctionne plus, la diplomatie de transaction? La diplomatie de transaction, jadis, elle était organisée autour du rapport du vainqueur au vaincu. Aujourd'hui, il n'y a plus de vainqueurs, il n'y a plus de vaincus, ou très peu en fait. Donc tout le code de la transaction se défait. On le voit très bien dans les rapports Russie-Ukraine et l'impossible négociation Poutine-Zelensky. Alors on peut considérer, je dis ça parce qu'on peut considérer que par défaut le multilatéralisme est la seule solution. Et d'un certain point de vue c'est vrai, c'est-à-dire on est dans une phase des relations internationales où plus la négociation est inclusive, compte un grand nombre d'acteurs, plus l'aspect froidement transactionnel est masqué et donc devient acceptable pour tout le monde. De même qu'on ne sortira pas du conflit russo-ukrainien autrement que par un Helsinki 2, une conférence sur la sécurité en Europe englobant tout le monde et peut-être même, et certainement même au-delà de l'Europe. Pour le Moyen-Orient, il n'y aura jamais un face-à-face entre Israël et le Hamas. Ça ne veut pas dire que Israël et le Hamas ne négocient pas, contrairement à ce qui est dit. Mais évidemment qu'il n'y aura pas de règlement de paix de cette nature, ni même entre Israël et un quelconque interlocuteur palestinien ou un quelconque interlocuteur iranien. Je vois mal M. Khamenei et M. Netanyahou se rencontrant à Riyad ou à Istanbul, puisque c'est la mode actuellement, mais même à New York ou à Genève. C'est plus du tout comme ça que les choses se passent. Le multilatéralisme devient, d'un certain point de vue, la seule porte de sortie, la seule porte vers la paix. C'est la raison pour laquelle il faut être attentif, mais il est piégé, ce multilatéralisme. Il est piégé par son contraire qui l'a pénétré de l'intérieur. C'est quoi son contraire? C'est la logique de puissance. Et où est-ce que la logique de puissance a pénétré le multilatéralisme? Dans le Conseil de sécurité. Et à quoi sert le Conseil de sécurité? Justement à faire la paix. Donc c'est grippé. C'est-à-dire, depuis 1945, qu'est-ce que le Conseil de sécurité a réussi à faire du point de vue du rétablissement de la paix? Le bilan est ultra maigre. Et donc, on ne peut pas chercher de ce côté-là. Donc, il faut chercher, peut-être, du côté de conférences ad hoc. D'ailleurs, Helsinki, c'était une conférence ad hoc, ça ne correspondait à aucune institution installée. Peut-être une conférence sur le Grand Moyen-Orient, mais qui ne soit pas ces éternelles conférences parrainées par le P5, le 5+1, le 5-2, le 3+1, ou je ne sais quoi. Ça n'a plus de sens actuellement. Vous parliez de la Chine. La Chine est le plus discret des partenaires, mais aujourd'hui, la bonne diplomatie appartient à la discrétion. Donc, des acteurs comme la Chine, comme le Brésil,
comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde peut-être, mais elle-même prise à des soubresauts qui tient à son espèce de surenchère identitariste, mais ce sont là les pays qui peuvent créer les conditions d'un nouvel ordre acceptable par tous.